Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le mouvement patriotique du salut l'a investi ce 8 février. L'actuel chef de l'État tchadien, Idriss Déby Itno, est candidat pour un 5e mandat présidentiel. Le premier tour est fixé au 10 avril. Élection présidentielle également au Niger. À 2 semaines du premier tour, les candidats sont en pleine campagne électorale. Focus sur les attentes des Nigériens. Et puis, victoire de la RDC sur le Mali ce dimanche au championnat d'Afrique des Nations de football 2016. Gros plan sur la victoire des Léopards à suivre dans cette édition. Au Tchad, le président Idriss Déby Itno a été investi candidat du mouvement patriotique du salut pour la présidentielle du 10 avril. Devant les délégués du MPS, il a notamment annoncé qu'il œuvrerait en faveur d'une réforme constitutionnelle, réforme qui aurait 2 grands axes, la limitation du nombre de mandats présidentiels et la transformation du Tchad en un État fédéral. En 2005, c'est le président tchadien lui-même qui avait fait sauter le verrou constitutionnel de la limitation des mandats. Paul de Singwe. C'est un discours aux allures de campagne électorale. À peine investi pour porter les couleurs du mouvement patriotique du salut au scrutin présidentiel du 10 avril 2016, le président Idriss Déby Itno a dévoilé quelques grandes lignes de son programme politique. Il souhaite notamment modifier la Constitution pour y introduire à nouveau la limitation du mandat présidentiel supprimée de la loi fondamentale en 2005. La réintroduction du principe de limitation des mandats présidentiels dans la Constitution doit être posée, car il y va de la vitalité de notre jeune démocratie. Il ne faut pas avoir peur. Nous avions commencé les choses dans un contexte bien donné. Nous avons géré le désordre, des guerres et autres. Aujourd'hui, rien ne nous permet, en fait, disons, de se focaliser, en fait, dans un système où l'alternance devient difficile. S'il est élu pour un nouveau mandat de 5 ans, le président sortant entend également poursuivre ses efforts pour développer et sécuriser le pays. Mais surtout, il met un point d'honneur à reformer la justice pour consolider la paix et mettre fin à la gestion centralisée du pays. N'ayons pas peur des mots, ni des expressions. Je crois que nous pourrons sérieusement, je dis bien sérieusement, envisager de tendre vers un système du type fédéral pour mieux responsabiliser les citoyens et améliorer le fonctionnement des services publics. La fédération n'est pas une Bavière de Yorongar. La fédération est un choix du peuple. Afin de mieux se préparer pour l'élection présidentielle du 10 avril 2016, le MPS a reformé ses instances politiques. Il associe désormais ses organes de base à la gestion centrale du parti. Le scrutin présidentiel du 10 avril prendra en compte le système biométrique, une grande première dans l'histoire des présidentielles de ce pays. Dans l'actualité également, le procès de l'ancien président tchadien, Hissène Habré, est entré dans sa dernière ligne droite. Les plaidoiries des parties civiles se sont terminées et seront suivies ces jeudi et vendredi par celles de la défense. Ce mercredi, c'est au tour du réquisitoire du procureur Hissène Habré, qui a dirigé le Tchad de 1982 à 1990 et jugé notamment pour crimes contre l'humanité. Il est jugé au Sénégal où il se réfugiait depuis sa chute avant d'y être placé en détention en juillet 2013. Et au Niger, 15 candidats sont en campagne en vue de l'élection présidentielle du 21 février. 7,5 millions de Nigériens devraient se rendre aux urnes. La campagne rencontre une grande effervescence au sein de la population, une population qui attend beaucoup de ces élections, notamment en termes d'emploi. Au Niger, pays où 67% de la population a moins de 25 ans, le problème du chômage et du sous-emploi des jeunes se pose. Un reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Ouverte depuis le 30 janvier dernier, la campagne pour la présidentielle couplée aux législatives bat son plein au Niger. À Niamey, dans la capitale,
C'est surtout des affiches, des banderoles, des fanions à l'effigie des différents candidats, des partis politiques en lice qui ornent le moindre coin des rues. Sur la principale artère du rond-point des armées, très animée autrefois, la circulation est beaucoup plus fluide. Dans un an, je serai diplômé, donc moi, mon souhait est que le prochain président nous trouve du travail. Ce que nous attendons de celui qui sera élu est qu'il nous fasse du bon travail. Nous allons élire celui qui va travailler pour le pays. En tant que jeunes, nous espérons qu'avec le président élu, le pays avancera. Sur une population estimée à plus de 17 millions d'habitants, ils sont plus de 7,5 millions d'électeurs qui iront aux urnes le 21 février 2016. Les populations attendent beaucoup des 15 candidats qui vont s'affronter dans 2 semaines. Ibrahim Yacouba est mon candidat et je prie qu'il soit le vainqueur afin qu'il puisse créer de l'emploi aux jeunes. Le candidat Taraya est notre choix. Il a fait, nous en sommes témoins et nous lui disons merci. Il a initié Niamey Niala, Dosso Soga et Maradi Kolia. Ama Amadou est quelqu'un qui aime ce pays. Tout le monde sait qu'il n'a pas d'égal parmi les candidats. Sur les 17 formations politiques de l'opposition qui ont fait une alliance pour l'alternance au Niger en 2016, 4 d'entre elles présenteront des candidats à la présidentielle. Le but de cette stratégie étant d'empêcher en cas de second tour une éventuelle réélection du président sortant Issoufou Mahamadou. Ce dernier est quant à lui soutenu par une quarantaine de partis politiques. Et pour ces élections au Niger, vous pourrez suivre tous les soirs à partir du 11 février sur notre antenne et en direct de Niamey nos émissions spéciales quotidiennes consacrées à la présidentielle nigérienne, un journal de campagne à 19h30 GMT, le débat des présidentielles suivi d'un débriefing des experts à partir de 21h30 GMT. La Cour constitutionnelle sud-africaine examinait ce mardi 9 février une plainte contre le président Jacob Zuma pour l'obliger à rembourser une partie de l'argent public déboursé pour sa résidence privée. Sous la pression de l'opposition, ses avocats ont finalement concédé que le chef de l'État avait eu tort de ne pas rembourser cet argent. Et en outre de cette affaire, le président Jacob Zuma essuie des critiques nourries en raison de scandales de corruption et de crise économique. Le contexte économique morose justement en Afrique du Sud pèse également dans l'industrie de la mode. La mode masculine, par exemple, est actuellement menacée par la faiblesse du rand, une faiblesse qui profite sans doute aux touristes, mais qui a des effets néfastes sur la production locale. Comment les acteurs de cette industrie font face à cette problématique? Élément de réponse dans ce sujet de Victoria Sedji, commentaire Idlet Mirabel Bissou. Depuis 2009, l'économie sud-africaine subit les contre-coups de la baisse des cours du rand. Les Fashion Week locales tentent de mettre en vedette des créations de stylistes contemporains du pays frappés par une chute du rand. Le jeune styliste Zoukissi Bané, célèbre pour ses collections, a subi l'impact négatif de cette chute. Il a alors jeté son dévolu sur un plus grand marché, ciblant les clients à travers le continent. J'ai commencé par faire la Fashion Week du Ghana. J'ai fait celle du Nigeria. Je cherche donc à aller au Kenya. Oui, la marque doit être reconnue comme une marque africaine avant de pouvoir passer de l'autre côté. L'industrie de la mode est lucrative et vaut plus de 200 milliards de rand, soit 15 milliards de dollars. La faible valeur de la monnaie sud-africaine favorise les grandes marques concurrentes de la mode. Mais Julia Mpoko, la jeune styliste d'origine congolaise, ne se laisse pas intimider. Cela peut être un peu difficile, mais je pense que nous, stylistes locaux, devons vraiment essayer de pousser les gens à consommer local parce que je pense aussi que nous livrons des produits qui sont d'une bonne qualité et à bas prix. Les prix sont beaucoup plus bas que ceux que vous auriez à payer pour une marque internationale. Si le rand a perdu 45% de sa valeur face à l'euro et environ 30% face au dollar, les stylistes sud-africains n'ont pas perdu leur élan. Ils restent positifs quant à des lendemains meilleurs et pendant ce temps, ils exportent leur production. Du sport à présent avec un retour sur la victoire des Léopards ce 7 février au CHAN 2016. La RDC a donc remporté le championnat d'Afrique des Nations de football. Les Léopards ont surclassé le Mali 3-0. Retour sur cet événement avec Deogracias Podo. Au lendemain de leur sacre à Kigali,
Les Léopards du Congo sont rentrés au pays auréolés par une foule de supporters. Ces derniers ont fait massivement le déplacement pour les accueillir, exprimant leur fierté vis-à-vis de la sélection nationale qui a battu dimanche 7 février 2016 le Mali en finale du championnat d'Afrique des Nations. Une victoire rendue possible grâce au concours de plusieurs facteurs, notamment la cohésion de l'équipe, l'engagement du staff technique et surtout le soutien du public sportif. Le peuple congolais nous a offert un accueil exceptionnel et nous a montré qu'il était vraiment derrière nous. Ici à la maison et même depuis Kigali, nous avons senti ce soutien. Nous sommes très heureux. Je ne sais pas quoi dire. Je suis vraiment ému. La République démocratique du Congo est devenue le premier pays à remporter à 2 reprises le trophée continental réservé aux joueurs locaux. Les Léopards avaient déjà gagné le pari lors de l'édition de 2009 en Côte d'Ivoire avant de rééditer l'exploit en 2016 au Rwanda. 14 buts marqués sur les 80 durant toute la compétition. Ils sont également classés premiers au tableau des meilleures attaques du championnat. De quoi en faire davantage une fierté nationale. C'est un véritable bonheur pour moi de voir les Léopards jouer à l'extérieur du pays et nous ramener ce magnifique trophée. Ce n'est pas facile. Toutes ces personnes qui sont sorties aujourd'hui dans la rue avaient toute une occupation. Moi, je reviens du travail et il était important pour moi d'assister à un tel événement, de voir cette coupe que nos joueurs ont gagnée à l'extérieur. De l'avis de certains analystes, la République démocratique du Congo doit son sacre non seulement à la performance de ses joueurs, réputés pour leur qualité technique et tactique, mais aussi pour la régularité de son championnat. Le pays compte plus d'une vingtaine de clubs de football, dont le tout-puissant Mazembe, l'un des plus titrés du pays et du continent, club formateur de nombreux joueurs de la sélection nationale. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.